Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à Chemin Critique. Aujourd'hui, le débat sera très élevé, très relevé parce que la question qui est en examen est une question essentielle. Elle interroge notre capacité à analyser les projets dans lesquels nous sommes engagés. Il y a une quinzaine d'années, alors qu'il était signé, ce contrat avait été surnommé le contrat du siècle. C'était le contrat qui unissait quelques entreprises chinoises et le gouvernement congolais. Ce contrat, qui était une grande innovation, voulait que le Congo, qui est un pays à ressources naturelles abondantes, puisse pouvoir obtenir des infrastructures contre l'exploitation de ces ressources. Vous connaissez l'histoire, le contrat a été accepté par le Congo, mais il a suscité énormément de critiques dans le monde, notamment la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, ce qui fait qu'il a été réduit autour de 9 milliards où il était conçu, il a été réduit à 6 milliards. Plus de 10 ans après évaluation, les Congolais estiment que le contrat a été disproportionné et que les intérêts du Congo n'ont pas été protégés. Ce contrat a souffert donc de ce qu'on a appelé un peu un contrat léonin. Arrivé au pouvoir en 2019, le président Félix Tshisekedi, avec ce service, a donc repris le dossier et avec lequel des longues discussions ont eu lieu, même un voyage était nécessaire pour aller jusqu'en Chine, où le président Félix Tshisekedi et le président chinois sont tombés d'accord de renégocier. Et voilà, il y a quelques semaines, cette négociation a abouti. Le nouveau montant est de 7 milliards. Et chaque année, pendant plus de 15 ans, le Congo va bénéficier, 20 ans, va bénéficier de 300 millions, quelque chose au-dessus. Nous allons en parler tout à l'heure. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Quelle valeur accorder à ces nouveaux avenants? Parce que n'allons-nous pas dans quelques années dire aussi que l'avenant a été un contrat léonin, comme a souffert son ancêtre de 2008. Pour en parler et pour comprendre cette question, j'ai sur ce plateau de personnalités, de savants, je peux appeler comme ça des savants parce qu'ils maîtrisent leur dossier, de Congolais, et je ne peux pas soupçonner d'avoir des ambitions extra-nationales, ce sont des vrais patriotes et qui ont mis leur intelligence au service de la nation. À ma droite, à votre gauche, qu'on ne présente plus, Al Kitenge. Bonjour, bonsoir. Bonjour et bonsoir, cher ami. Merci donc d'être là. Vous êtes quelqu'un qu'on ne présente plus, mais vous êtes ce qu'on appelle aujourd'hui un stratégiste. Donc vous êtes à l'origine un ingénieur, vous êtes passé par l'économie. Aujourd'hui, vous faites ce qu'on appelle le grand lobby. Donc vous connaissez à peu près l'écosystème de notre économie et vous avez des entrées internationales qui permettent que vos analyses soient toujours des analyses fondées. En face de vous, un économiste, Lems Kamoyen, qu'on ne présente pas non plus parce que malgré sa discrétion personnelle, il a fini par son travail à se faire connaître, ancien directeur de cabinet dans plusieurs ministères, directeur général du corridor, c'était le corridor Est. Non, oui, la série des corridors, des différents corridors. Corridor, voilà. Corridor central. Et récemment, vous avez été à l'OGFREM, vous êtes un économiste, un penseur, donc quelqu'un qui connaît ces pays. C'est donc avec les deux que nous allons nous poser une seule et unique question. Avons-nous la perception exacte de ce qui vient de se passer? Quelles sont les craintes que l'on peut formuler? Quelles sont les recommandations que l'on peut mettre librement envoyer à l'égard de nos dirigeants? Mais surtout aussi, quelles sont les limites de ce qui ne peut pas être perçu comme étant le paraclet? On ne peut pas penser que les problèmes du Congo vont se résoudre parce que nous avons aujourd'hui 7 milliards de dollars. Voilà toutes ces questions qui vont être abordées dans quelques instants. Mais avant toute chose, je voudrais quand même que nous puissions rentrer dans cette signature, parce qu'elle a eu lieu devant les chefs de l'État, d'où l'importance même historique de ce qui venait de se passer. Nous allons demander à la régie, nous allons emprunter le reportage de nos confrères de la RTNC, pour que nous puissions rentrer. Prenez patience, suivons tous les détails, ça vous remet un peu en mémoire. Nous allons suivre ces premiers éléments. Journaliste. C'est sous la présidence de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que vient de se tenir cette cérémonie solennelle de signature de l'avenant de la convention de collaboration entre le groupement d'entreprises chinois et la République démocratique du Congo.
Pour replacer les choses dans leur contexte, en 2008, la République démocratique du Congo avait effectivement signé cette convention de collaboration et à l'avènement à la magistrature suprême du président Félix-Antoine Tshisekedi, il a plu à son Excellence de revisiter cet accord afin que cette convention soit gagnant-gagnant. Il a souhaité que l'on puisse rééquilibrer les choses. Et aujourd'hui, au bout des négociations de quelques mois, nous avons abouti à cet avenant. Alors, quels sont les dividendes de la République démocratique du Congo dans cet avenant? C'est que, en termes de chiffres, cet accord pour le domaine des infrastructures, qui bénéficiait d'à peu près 3,2 milliards dollars, aujourd'hui, cet accord fait porter les dividendes de la République démocratique du Congo à peu près 7 milliards. Je voudrais, en termes de chiffres, vous dire que cela représente à peu près la construction de plus ou moins 5000 km de routes qui vont s'ajouter dans notre espace national. Ça, c'est une première dividende. La deuxième dividende, c'est une dividende économique. Nous allons effectivement, pour la partie économique, obtenir des contributions financières en termes de dividendes d'impôts, en termes de paiement d'impôts. Là, je souhaiterais que le DIRCABA puisse nous donner plus de détails. Il a les chiffres parce qu'il a participé à la négociation au niveau financier. Mais en ce qui nous concerne, parce que c'était le principal objectif qu'on recherchait, c'était les infrastructures. C'est l'objectif que le chef de l'État s'était assigné, développer notre pays, et ce développement passe nécessairement par la promotion des infrastructures. Et donc, comme je viens de le dire, c'est à peu près 5000 km que nous allons construire pendant les quelques années qui vont venir. Alors, pour ce qui concerne des aspects financiers, je souhaiterais que le DIRCABA du président de la République puisse s'exprimer sur la question. Vous ajouter pour bien compléter alors notre élément. Oui, d'abord, compléter son excellence le ministère. C'est qu'il faut savoir que quand le président est arrivé à la magistrature suprême, le constat qu'il a fait, c'était que notre économie était complètement désarticulée. Vous savez qu'on parle aujourd'hui d'intégration économique à l'africaine, et quand vous regardez la République démocratique du Congo, comparé par rapport au fonctionnement de l'économie depuis l'époque coloniale, les zones de production étaient reliées aux zones de consommation et ensuite à la principale zone d'exportation qui est en fait l'embouchure du fleuve Congo et par les deux ports principaux qu'il y avait à l'époque, Matadi et Goma. Et notre économie a énormément souffert parce que toutes ces infrastructures ont été détruites, ce qui fait que nous avons sensiblement augmenté la production minière, mais l'évacuation de ces produits passe par des ports étrangers, Durban, Dar es Salaam, Mombasa. Donc, les infrastructures sont une clé pour le redéveloppement ou bien la relance économique de la RDC. Et en termes de chiffres, c'est l'équivalent de 324 millions de dollars par an pour les infrastructures, essentiellement routières. Ce sont des royalties supplémentaires pour la GECAMIN et pour l'État, équivalent de 24 millions de dollars chaque année. C'est le rééquilibrage des participations dans le barrage de Boussanga. Vous savez que ce barrage de Boussanga était la propriété du groupe d'entreprises chinoises à hauteur de 75%. L'État congolais, en réalité, n'avait que 10% et 15%
revenait à un consortium privé. Et à la faveur de ces renégociations, l'État congolais passe à 40% et le groupe d'entreprises chinoises à 60%. On renforce le contrôle des activités de la SICOMIN par rapport à la gouvernance de la société où les Congolais n'avaient pratiquement pas un mot à dire. Aujourd'hui, la direction commerciale va dépendre d'un représentant qui viendra de la GECAMIN. On a créé 2 postes supplémentaires de directeur financier adjoint et de directeur technique adjoint pour pouvoir suivre du côté congolais aussi bien la production que les états financiers de l'entreprise. Et le DGA de la SICOMIN aura véritablement un pouvoir de signature. Et je voudrais aussi renforcer le côté commercialisation parce que la GECAMIN va pouvoir être responsable de la vente de l'équivalent de 32% de la production de SICOMIN. Pourquoi? Pour quelles raisons la renégociation a emmené à ce que les choses se fassent ainsi? C'est parce que dans la convention précédente, le groupe d'entreprises chinoises était la seule qui rachetait la production de SICOMIN. Et donc, vous pouvez vous imaginer que quand vous êtes en situation de monopole pour acheter toute une production, vous en fixez vous-même le prix. Et pour s'assurer que les produits de la SICOMIN vont se vendre au meilleur prix dans l'intérêt de la République démocratique du Congo, la GECAMIN aura la responsabilité de vendre 32% de la production. Et ainsi, si la GECAMIN trouve un meilleur prix du cuivre dans le marché, le groupe d'entreprises chinoises, qui, elle, sera responsable de la vente de 68%, est obligé de pouvoir s'aligner au plus offrant et garantir ainsi un chiffre d'affaires beaucoup plus élevé pour la SICOMIN au bénéfice de la République démocratique du Congo. Donc voilà en bref ce que je pouvais dire. Merci. Voilà, vous avez suivi le ministre des Infrastructures et le directeur du cabinet adjoint du président de la République. Il y avait aussi, vous avez vu, la ministre des Mines. Donc tous les gratins, tous les responsables concernés venaient donc de faire signer ces documents devant les chefs de l'État. C'est donc très important. Alors je reviens donc à mes invités. En 2008, la question que l'on peut se poser, c'est un contrat du siècle parce qu'il allait être signé sur la base d'un échange entre infrastructure et mine. Est-ce que la base est restée la même? Est-ce que c'est toujours mine et infrastructure ou bien il y a autre chose? Monsieur Delframoy. Oui, merci pour d'abord l'invitation et aussi pour l'opportunité que vous nous offrez pour qu'on s'exprime sur cette question. Si je dois répondre à votre question, il y a quelque chose d'important que nous devons clarifier. Donc, dans ces contrats chinois, je dirais qu'il y a 2 types différents de contrats. À la base, il y a un partenariat minier entre les sociétés chinoises et la partie congolaise qui était représentée en l'occurrence par la GECAMIN. Ce partenariat a abouti à la création d'une société commune qu'on appelle la SICOMIN. La SICOMIN dans laquelle la partie chinoise a 68% et l'État congolais a 32%. Alors ça, c'est la première partie et la partie la plus importante de l'accord. Donc nous faisons, c'est comme la GECAMIN a conclu plusieurs partenariats, c'est oui, aussi un partenariat. Oui. Mais ces partenariats pouvaient se limiter là, pour dire, on crée une société, ensuite, quand il y a les bénéfices, nous les Chinois, nous prenons 68%, vous prenez 32%. Et on connaît comment cette dynamique fonctionne par rapport à la plupart des partenariats. Mais la partie congolaise a dit, écoutez, nous avons des problèmes d'infrastructure. On ne peut pas attendre qu'on arrive à construire l'usine, qu'on passe de la phase des projets à la phase de développement, que chaque année on commence à gagner de l'argent pour financer les infrastructures. Et je rappelle ici le contexte de 2006, c'était après les premières élections qui avaient été organisées.
Et le président, à l'époque, il voulait donner un coup de sémence pour montrer qu'on a commencé le développement du pays. Voilà. Alors, c'est ainsi qu'on a essayé de lier qu'est-ce que la GECAMINE devrait gagner dans ces partenariats au cours des 15 prochaines années. On essaie de faire la projection des dividendes que la GECAMINE devrait gagner pendant les 15 prochaines années. Et on demande à la partie chinoise, à travers Exim Bank qui finance, pour dire nous avons besoin de cet argent immédiatement. On ne peut pas attendre que les projets, ces communes commencent à marcher. Chaque année, on commence à se contenter de 50 millions, 200 millions. Mais nous voulons ce que la GECAMINE va gagner en 15 ans, que vous puissiez nous les préfinancer chaque année pour qu'on arrive à construire, à développer les infrastructures. C'est ainsi que, donc à la partie minière, maintenant, il y a la partie infrastructure qui est venue se greffer au contrat de base qui était les contrats miniers. Donc, les 3 milliards auxquels on fait allusion qui devraient financer les infrastructures, ça a été calculé en fonction du modèle économique de l'époque, au titre des dividendes que la GECAMINE devrait gagner pendant les 15 premières années de fonctionnement du projet. Et ces montants devraient être avancés à la RDC pour financer les infrastructures. C'était ça le cas et c'était ce qui avait été retenu, c'était ça le contrat initial. Bon, je vais peut-être rappeler quelque chose pourquoi on l'a appelé contrat du siècle, parce qu'en ce moment-là, Exim Bank devrait d'abord financer la société elle-même, à concurrence de 3 milliards et demi, et financer 3 milliards pour les infrastructures, ce qui a amené à 6 milliards et demi. Alors, au niveau de la Chine, ils ont fait des calculs, ils ont considéré que non, c'est comme si vous nous demandez de disponibiliser aujourd'hui 6 milliards et demi ou dans quelques années, mais l'argent qu'on doit avoir après 15 ans. Pour le faire, non, nous voulons avoir des garanties. Ces garanties, c'est quoi? La contre-valeur de ces 6 milliards et demi, c'est comme si nous devons prendre une valeur qu'on doit avoir dans 15 ans, on l'actualise aujourd'hui pour arriver à trouver 6 milliards et demi. C'est ainsi que, de 9 milliards initialement, les Chinois ont dit qu'on ajoute 5 milliards pour atteindre 14 milliards. Et les 14 milliards devraient être considérés comme une garantie. On devrait les titriser pour dire l'État congolais, à travers ses contrats miniers, il doit produire et commercialiser des minerais à concurrence de 14 milliards. Parce pour justifier, ça prenait en compte l'argent reçu et l'intérêt chez nous. Et les intérêts qui devraient être générés par les prêts qui étaient avancés par Exim Bank. C'est là que l'FMI s'est opposé pour dire non, la RDC a déjà un endettement qui est autour de 11 milliards et demi. Comment peut-elle encore aujourd'hui rentrer dans un autre deal pour arriver à prendre 14 milliards de dettes auprès d'Exim Bank? Alors, il y a eu des discussions, finalement on a ramené le contrat à 6 milliards et demi, dont 3 milliards et demi devraient aller au développement de la SICOMINE en tant qu'entreprise qui devrait s'installer et 3 milliards qui devraient aller aux infrastructures. Donc ce sont ces stromes astronomiques là-bas qui, en son temps, on avait dit que c'était un contrat du siècle. Alors, M. Alkitenge, pourquoi alors le Congo s'est opposé à ce contrat? Pourquoi on a pensé qu'il fallait les revisiter? Pourquoi? Tel qu'il est expliqué, il était quand même équilibré. Merci beaucoup, Willy. Je crois que nous avons un très sérieux problème. C'est l'ensemble des choses que nos universités enseignent. Ce que décrivait tout à l'heure Lemskamonia, c'est ce qu'on appelle de l'ingénierie financière. Vous allez visiter toutes nos universités, il n'y a pas une école spécialisée sur les questions d'ingénierie financière. Et ça fait malheureusement que, de manière générale, on est relativement faible vis-à-vis des tiers. Et on a l'impression que le pouvoir du cash ajouté au pouvoir de la corruption, on peut faire signer à nos frères n'importe quoi. Deux choses importantes. La première, c'est que ce n'est pas nous qui nous sommes opposés à ça. C'est le FMI et la Banque mondiale qui nous ont convaincus que nous ne pouvions pas nous endetter outre mesure. Je voudrais juste rappeler ici un indice. À l'époque, notre taux d'endettement par rapport au PIB était aux alentours de 25 à 30%. Le taux d'endettement de la France est à 120% du PIB, le taux d'endettement du Japon est à 245% du PIB. Ça veut dire qu'en fait, nous sommes sous-endettés. Et aujourd'hui, en fait, nous sommes en dessous de 15% du taux d'endettement par rapport au PIB de notre pays. Ça sous-entend qu'en fait, nous n'avons jamais été endettés. Et donc, très malheureusement, ils ont fait de la pression sur nous et on a reculé. Mais en fait, en réalité, même si on n'avait pas reculé, on aurait eu une provision de 7 à 8 milliards de dollars pour les infrastructures, on n'a pu consommer que 800 millions de dollars. Et donc, en réalité, il faut juste qu'on soit sérieux en disant, nous n'avons pas eu un plan d'absorption de cet argent
Et donc, nous n'avons pas eu une capacité de conversion de cet argent en infrastructure. Et là-dessus, il faudrait que vous compreniez un détail important. Étant donné que c'est Exim Bank qui préfinançait cet argent, il y avait une condition avec. Ça veut dire qu'en fait, l'exécution des infrastructures devrait être faite par des entreprises chinoises. Voilà. Et si ce sont ces entreprises qui vont faire les études, qui vont exécuter, qui vont contrôler, vous comprenez qu'ils contrôlent aussi le rythme auquel ils exécutent ces infrastructures et donc le rythme de décaissement. L'un dans l'autre, on s'est rendu compte que le décaissement pour investir dans les infrastructures des 6 communes ont été rapidement levés. On a construit l'usine et on a même commencé à produire. En fait, en d'autres termes, l'argent qu'on nous donne aujourd'hui n'est pas issu de l'emprunt d'Exim Bank, c'est de l'argent cash qui ressort de la production. Si on était juste un petit peu lucide, notre renégociation devrait être basée sur le fait qu'on ne spécule plus. On a des faits, on a des assets, on a une production, on a un marché auquel on est en train de s'adresser. Et donc, en nous regardant droit dans les yeux, on devait dire, on enterre l'ancien deal, ce qu'il est insensé, il ne correspond plus à rien aujourd'hui. Il faut donc être en mesure de regarder les choses différemment. C'est toutes ces affaires de faiblesse dans l'ingénierie d'affaires, dans l'ingénierie financière, qui font que très malheureusement, on nous fait avaler n'importe quoi. Mais il faut quand même dire merci à un homme, c'est Jules Alinguete et à l'IGF. Parce qu'ils ont eu le courage de faire ce que personne n'a osé faire avant. Ça veut dire, remettons tout ça sur la table et regardons ce que c'est. Si les équipes de Jules Alinguete étaient renforcées d'ingénieurs civils, ils se seraient rendus compte d'une autre chose, que ce qu'on appelle le CAPEX, ça veut dire le montant que l'on dit avoir investi, c'est le double de ce dont on avait besoin pour faire l'usine que l'on a faite. Ce qu'on appelle OPEX, ça veut dire les coûts opérationnels que l'on déclare sont le double de ce que l'on devait déclarer. La conséquence, c'est que la partie distribuable est amoindrie. Et on a un indicateur de comparaison. Ce sont les autres usines qui se sont installées dans la zone de la même manière et dans les mêmes conditions. Et donc, allez, on ne va pas se plaindre. Le fait est là. On a quand même une situation un peu meilleure que celle qu'on avait à l'avance. Et maintenant, c'est comment on gère tout ceci qui est peut-être la chose la plus importante, quitte à un jour réouvrir toutes ces notions en nous regardant droit dans les yeux, chiffres à l'appui pour dire on est allé dans la bonne direction ou on doit refaire un deuxième réajustement. Question à ces sujets, à ces niveaux de débat, question. Qu'est-ce qui fait que le Congo, qui a quand même des besoins immenses en infrastructure, en plus de 10 ans n'a pu consommer que 800 millions? Vous dites effectivement qu'il y a les sociétés chinoises, mais le Congo, c'est lui qui fait l'état de besoin. Nous avons une agence de grands travaux, on a un ministère des infrastructures. Et je crois que pour pouvoir travailler et avoir des routes, ça ne demandait pas 10 ans pour 800 millions. Qu'est-ce qui a fait du retard ou sinon la faiblesse d'absorption? Oui, je pense que ça c'est une question pertinente et qui nous rattrape malheureusement. Nous sommes dans un pays, moi j'ai travaillé au ministère des Transports, notre pays souffre globalement de l'absence des études, des projets dans la plupart des secteurs. Ou si ces études existent, aujourd'hui elles sont désuètes, elles sont surannées, elles sont dépassées et elles ne répondent plus aux normes modernes ou au contexte actuel. Et si vous suivez les Chinois, parce que dans cette question, il ne faut pas qu'on se lance trop vite pour condamner la partie chinoise, mais on devrait d'abord se regarder nous-mêmes de l'intérieur. Les Chinois, ils vous disent, nous voulons construire une route, mais où sont les études? Aujourd'hui, il a évoqué le travail fait par l'IGF. Ils disent que non, les coûts ont été surfacturés. Mais qui a fait des études pour dire que cette route, ce pont, cet hôpital devrait coûter autant? Et cette question revient aujourd'hui. Nous disons on aura 324 millions. Et cette année 2024, on a dit qu'on va décaisser 624 millions. Je crois que si nous avons suivi tous, on cite quelques tronçons routiers. Est-ce qu'il y a des études qui montrent que sur ces tronçons routiers, les kilomètres vont coûter autant, il y a autant d'ouvrages d'art? Cette route, par exemple, qui va partir, je ne sais pas, de Cabinda jusqu'à Kindu en passant par où, elle va coûter autant. Mais s'il n'y a pas ces études, ça devient difficile pour que... Comment un gouvernement peut prendre des décisions? Alors, ça c'est la première des choses. Deuxième chose,
les entreprises chinoises de construction, il y en a que 2 jusqu'à ce jour. C'est Sino Hydro et Crec. Mais qu'est-ce qu'ils ont comme équipement pour couvrir l'ensemble de ces tronçons routiers qui ont été identifiés? Et en son temps, il n'y avait pas que les routes, il y avait des chemins de fer, il y avait des hôpitaux, il y avait des centres de santé. Est-ce que ces entreprises, avec ce qu'elles disposent aujourd'hui, ont-elles la capacité, même aujourd'hui, de consommer 600 millions en 9 mois qui nous restent jusqu'à d'ici la fin de l'année? Ça, c'est une question, on devrait s'interroger. Alors, par rapport à ça, vous voyez qu'il y a ce que moi, je peux qualifier ici des contraintes techniques, d'absence d'une évaluation, qui va faire que, on va vous dire que non, l'argent est disponible, mais c'est vous qui ne savez pas les consommer. Et M. Al-Kiten, comme nous avons travaillé avec la Banque mondiale, les autres, même vous avez déjà assisté à plusieurs missions de revue, on va vous dire que non, votre pays souffre d'une faible capacité d'absorption. Pourquoi? Parce qu'il y a ces préalables qui ne sont pas réunis. Donc aujourd'hui, la même chose qui s'est posée risque encore de nous rattraper parce qu'on n'en est pas à ce niveau-là. Et peut-être quand on va arriver dans les cadres des solutions, c'est là qu'il faut aller à des solutions. Alors toujours à ce niveau, parce qu'il faut préciser les notions, dans le cadre évidemment, dans le cadre de l'avenant, 5e avenant, je suppose qu'on a gardé toujours les entreprises chinoises pour faire des infrastructures. Si on a, pendant 15 ans, on n'avait que 2 qui n'ont pas dépassé 1 milliard de dollars, vous pensez que dans les 15 ans qui viennent, les 2 entreprises vont encore être éligibles à ces travaux? Pourquoi ne pas ouvrir ces financements qui sont prêts à toutes les entreprises congolaises, voire même européennes, et tout le monde peut conclure à ce marché? Pourquoi faut-il absolument que ce soit des Chinois qui fassent la partie infrastructure? Willy, si aujourd'hui vous gagnez à la loterie et vous avez 100 millions de dollars, vous savez ce que vous allez devenir? Fou. Ça sous-entend qu'en fait, beaucoup d'argent entre les mains de quelqu'un qui n'en a pas un plan, ça peut le rendre très corrompu et ça peut le rendre complètement irrationnel. Et 7 milliards de dollars, et c'est pour ça qu'ils disent dans 20 ans, 320 millions, 320 millions, parce qu'on estime que c'est peut-être la seule quantité d'argent que nous sommes capables d'absorber malgré nos besoins. Et donc, ça pose toute la question du plan stratégique d'aménagement du territoire qui, lui, génère le plan stratégique de développement. Parce qu'on ne fait pas les infrastructures pour le plaisir de faire des infrastructures, on fait des infrastructures pour animer une certaine économie. C'est pour ça que je dis, il est bizarre que nous soyons un pays qui a un plan stratégique de développement industriel sans avoir un plan stratégique de développement de l'énergie, sans avoir un plan stratégique d'aménagement du territoire. Il y a des choses extrêmement anormales. Et j'en appelle à l'intelligence collective. Il va falloir qu'on s'arrête et qu'on décide exactement comment on marche et comment on voudrait tenir ce pays. Pendant sa première campagne électorale, l'actuel président dit le temps qu'il sorte son pouvoir, ça veut dire dans 5 ans, le budget de l'État serait de 96 milliards de dollars et il n'est pas fou et il a raison. Ce pays, pour avoir le même niveau de pauvreté que l'Angola, ça veut dire si vous prenez le PIB par tête d'habitant, vous prenez notre population, il nous faut 100 milliards de dollars. Si vous prenez aujourd'hui la situation du PIB par tête d'habitant, vous prenez celle de l'Angola, et vous dites l'Angola n'évolue pas, il nous faut 13 ans avec 10% de croissance économique pour y arriver. Ça sous-entend qu'en fait, toutes les théories économiques écrites dans les livres ne peuvent pas résoudre notre problème. Je reviens sur la chose la plus importante. Aujourd'hui, on a quelque chose d'extrêmement important. On a 7 milliards potentiels. Il n'y a pas deux manières de faire les choses. On les titrise, on lève de l'argent sur le marché international, parce que c'est un flux financier qui va arriver. On en fait un levier. On lève de l'argent sur le marché international et on fait des appels d'offres. La Chine est un grand pays en termes de construction. Il y a des grandes sociétés en Chine. On les fait venir. L'Allemagne, les États-Unis, le Canada, les meilleurs du monde. Et si l'État congolais décide de dépenser 7 milliards de dollars en 3 ans, en faisant 20 projets, et pas un seul, pas 2, mais 20 projets de 350 km, 350 ou 250 km de routes et d'infrastructures, en intégrant avec les infrastructures ferroviaires et peut-être portuaires et aéroportuaires, mais en fait un ensemble intelligent qui va avoir un impact réel sur notre économie. Nous allons avoir pendant 3 ans des transformations intensives. Politiquement parlant,
c'est plus efficace pour le chef de l'État. Économiquement parlant, c'est une grosse transformation pour ce pays. Parce qu'entre-temps, il va falloir consommer la main-d'œuvre, les matières premières, les produits pétroliers. Et on va créer une véritable économie de la transformation. Et tout le monde dit, lorsque la pierre marche, le pays marche. Lorsque vous travaillez intensivement sur les infrastructures, vous allez avoir les effets. Mais si on pense qu'on peut faire les 5000 km dont parlait le ministre tout à l'heure en 20 ans, ça ne vaut vraiment pas du tout la peine et c'est la plus mauvaise des choses à faire. Et donc, pour répondre à votre question, il est tout à fait possible de détacher le financement de l'Exim Bank Chine et d'utiliser les projections comme étant un levier et prendre de l'argent sur la place internationale, et l'argent est très disponible, et être en mesure de planifier intensément la construction des infrastructures avec comme levier de notre économie. Je vous reviens sur cette question, mais je pose une autre à M. Lems. 68%, 32%, c'est ça même le deal de départ, et ça n'a pas bougé. Oui, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas bougé, et pourtant, je me rappelle, il y a quelques mois, avec un ancien PCA de la GECAMIN qui estimait que l'évaluation du 32% était surannée parce que ce que la GECAMIN donnait dans ce deal était beaucoup plus que ce que la Chine n'était pas connu déjà. Alors, donc, la GECAMIN donnait des gisements, et il fallait calculer ces gisements-là en fonction du prix sur les marchés. Pourquoi ça n'a pas bougé? Bon, moi, par rapport à cette question, je préfère relativiser les choses. Quel est le contrat de partenariat conclu par la GECAMIN qu'on peut considérer comme meilleur en termes de pourcentage de la GECAMIN? Ou bien quelle est la moyenne de la GECAMIN? On peut dire le moins mauvais, parce que ce qui est important, c'est que si vous avez des ressources, et si vous mettez en place une structure, vous devez avoir la majorité. Exact. Bon, alors, mais comment dans notre pays, ceux qui ont les ressources ont toujours la minorité? Non, c'est ce que je voudrais vous dire. Généralement, nous négocions en position de faiblesse. J'aurais bien voulu que ces ingénieurs, je ne sais pas, des mines ou des géologues de la GECAMIN, ils devraient valoriser les réserves pour dire, voici ce que nous mettons sur la table. Parce que même les financements là, qu'est-ce que la Chine a financé? C'est un prêt qui est donné par Exim Bank. Mais quelle est la contre-valeur des entreprises chinoises qui sont en face de nous? Parce que nous nous mettons sur la table. Moi, j'amène mes réserves minières et ensemble, on va chercher les prêts auprès d'Exim Bank et c'est le projet qui va rembourser ces prêts. Comment moi, je me retrouve avec 32%, vous avec 68%? Et en plus, qu'est-ce que vous avez apporté? Et en plus des facilités fiscales. Et on vous donne des facilités fiscales. C'est-à-dire, nous avons tout donné pour nous retrouver avec une minorité. Pourquoi? Et comme si cela n'était pas suffisant, on dit, même votre argent qui vous revient, qu'on va vous donner là, il n'y a que les Chinois qui peuvent les consommer. C'est là que ça posait le problème. Maintenant, aujourd'hui, il n'a pas été possible de procéder au rééquilibrage de cet accord. Et là, moi, j'aimerais insister. Le contexte de 2006, quand on a commencé à parler de ces contrats, n'est pas le même contexte qu'aujourd'hui. Parce que là, même la mine qui est exploitée aujourd'hui par Sicomine, elle était noyée, il fallait faire des travaux d'exor. À un moment donné, les gens étaient encore réservés, on ne savait pas ce que ça allait donner. Mais aujourd'hui, nous parlons d'une entreprise minière qui est en phase de production. Et florissante. Aujourd'hui, il n'est pas question de dire les 324 millions, ils nous donnent. Non, c'est notre part. Qu'on nous dise aujourd'hui, que gagne la GECAMIN dans ces partenariats? Même si c'est 32%, ça représente combien en termes de dividendes réels que la GECAMIN gagne? C'est à ce moment-là qu'on revient sur les propositions qu'il a fournies tout à l'heure là-bas. Ces propositions, c'est qu'on doit se dire, monsieur, ok, d'accord, nous avions conclu quelque chose il y a 15 ans, 16 ans aujourd'hui, le contexte a fondamentalement changé. Aujourd'hui, nous devons savoir, nous, en tant que GECAMIN, partie congolaise, qu'est-ce que nous gagnons dans ces partenariats? Et comment nous allons utiliser notre propre argent? Vous n'allez pas nous dire, donnez les réserves, donnez les facilités minières, allons prendre les crédits. Même votre argent pour les dépenser, c'est nous qui vous disons comment il faut les dépenser. Et c'est nous qui vous limitons le montant que vous devez dépenser. Alors là, il y a même le coût des infrastructures. Même le coût des infrastructures. Je pense que c'est à ce niveau-là que peut-être on devrait entrer en profondeur et arriver à améliorer un peu les termes de cet avenant qui a été conclu. D'où la question que je vous pose à tous les deux. Est-ce qu'il y a eu vraiment un rééquilibrage?
Oui, tout à fait. On a quand même fait quelque chose par rapport au passé. Et vous savez, parmi les choses que l'on a faites, c'est que aujourd'hui, les Chinois savent qu'ils sont sous contrôle et qu'à n'importe quel moment, nous pouvons revenir. Mais je voudrais juste vous dire une chose. Là, nous payons quelque chose que je vous dis tout le temps. Lorsque vous n'avez pas votre propre plan, pour quoi que ce soit, ça veut dire que vous êtes dans le plan des autres. Et les gens disent des fois, lorsque vous êtes autour d'une table et vous ne connaissez pas le menu, peut-être que le menu, c'est vous. Et c'est ça le problème de la République démocratique du Congo. Lorsque nous avons eu toutes ces discussions avec les Chinois, en fait, nous étions en train de payer l'intelligence des Chinois. Parce que tout compte fait, à un moment donné, c'est eux qui ont décidé de tout, comme l'a si bien démontré mon ami Lems Kamwanya. En fait, en réalité, ce que nous devrions être en mesure de faire aujourd'hui, c'est de démontrer à la face du monde que nous sommes capables de prendre une mine à partir de zéro et la construire et produire du cuivre, du cobalt et les autres métaux. Et pour l'instant, nous n'avons démontré aucune capacité à développer une mine. 20 ans après le code minier. Et c'est totalement inacceptable. Et quand je regarde la Gécamine... Ce n'est pas parce que c'était l'option levée que les opérateurs miniers congolais se retirent et laissent les privés monter. Je voudrais revenir... Ce n'est pas un problème de capacité. Je voudrais revenir sur la Gécamine qui est propriétaire de la plupart des réserves qui ont été données à des tiers. 20 ans après, toujours pas un plan stratégique de sortie et de développement de la mine. Il y a un problème, c'est une insulte grave à l'intelligence collective, aussi bien des ingénieurs que des économistes et financiers qui sont à la Gécamine. C'est inacceptable que la Gécamine devienne un mendiant qui attend que les dividendes et les royalties qui sont produits par les autres soient payés à des gens qui ne font rien. Il y a un très sérieux problème et j'en appelle ici à un sursaut d'orgueil. Nous avons dans ce pays suffisamment d'ingénieurs capables de réfléchir, suffisamment d'économistes capables de monter des financements. S'il n'y en a pas ici, il y en a dans le monde entier. Je rencontre énormément de Congolais à l'étranger qui sont très pointus sur les questions de financement. Mais vous savez que dans tous les 30 JV que la Gécamine a signé avec les étrangers, ce sont les Congolais qui travaillent. Oui. Les ingénieurs. Même dans le milieu les plus importants, notamment comme la production, comme la métallurgie, c'est des Congolais. Je voudrais c'est eux qui font les je voudrais dire encore ce que j'ai dit tout à l'heure, autrement et de manière simple. Entre développer une mine à partir de zéro et produire du cuivre et être un gros ouvrier de quelqu'un qui développe sa mine et qui détermine ce que tu fais, il y a une grosse différence. Ce que je suis en train de dire ici, c'est qu'à la face du monde, nous devrons, comme les gens d'Amérique latine, être capables de démontrer que nous sommes capables de développer une mine. Vous savez, nous avons un très sérieux problème. L'or, il n'y a pas 3 procédures. C'est la fusion et la consolidation. Point full stop. Même fondre de l'or pour en faire des lingots, nous en sommes incapables. Il y a un très sérieux problème. Est-ce qu'on a besoin des Arabes pour faire ce qu'on est en train de faire au Sud Kivu? Et je crois que là-dessus, il est important qu'on fasse un sursaut d'orgueil. Nous allons y revenir. Rentrons un tout petit peu vers la 5e avenant. Je comprends toute la hargne, c'est vrai, le Congo doit faire ses preuves, mais là, rentrons un peu dans ce sujet. Dans ce sujet dont nous parlons aujourd'hui. Et je me pose la question en présence de M. Lems Kamwanya. Alors, on parle de royalty. On dit que la Gécamine va avoir 1%. 1,2 de royalty sur les chiffres d'affaires. Et puis, il va aussi commercialiser 32% de la production. C'est un peu flou tout ça. Oui, d'abord, ce qui est flou, c'est que, bon, si nous disons 1,2% du chiffre d'affaires, donc il appartient à la Gécamine de vérifier combien on a produit, quelle quantité on a vendu, quelle est la valeur commerciale de notre... À quel coût on a produit? Quelle est la valeur commerciale de nos ventes pour calculer 1,2%. Mais en tant que ministre d'infrastructure, de Dirkaba, ils disent non, on va commencer à verser à la Gécamine 24 millions. Pourquoi on doit mettre un chiffre figé alors que ça doit être un pourcentage calculé sur les chiffres d'affaires? Pourquoi les Chinois s'empressent-ils à nous communiquer un montant? Ils veulent nous dire que les ventes moyennes annuelles de la Sycomine, c'est 200 millions pour que chaque année qu'on se contente de 24 millions. Je crois que c'est trop faible. Et le prix sera toujours le même. Mais ça toujours le même. Alors que nous connaissons aujourd'hui, comme je l'ai dit, les modèles économiques de 2000
2006-2008 n'est pas le même aujourd'hui quand on regarde la hauteur des cours des métaux sur les marchés internationaux des métaux. Je crois qu'il y a eu quand même, on est passé, on a décuplé, on a décuplé la valeur du cuivre par rapport à la plupart des modèles économiques. Mais déjà remettre, quand on parle des royalties, j'aimerais qu'on comprenne qu'est-ce qui est caché derrière royalties. C'est comme toi, tu es propriétaire, on dit non, on est venu chez toi, on loue ta maison, nous y faisons une activité, mais comme c'est chez toi, c'est ta parcelle et tout ça, pour ta parcelle, on paye quand même quelque chose parce que toi, tu as construit. Mais pour la Gécamine, ces royalties sont basées sur quoi? Les matières premières. Sur les matières premières. Est-ce que les matières premières que la Gécamine, les réserves minières qui ont été mises à disposition du partenariat, valent autant que ces 1,2%? C'est déjà une avancée parce que ça n'existait pas. Ça peut aider à avoir ces millions, mais peut-être il y a lieu de faire un peu plus que ça. Donc le 1,2%, c'est à la Gécamine en tant que propriétaire des gisements qui ont ça n'a rien à voir avec les 32%. Non, les 32%, c'est distribué après dividende. C'est la part de la Gécamine. Maintenant, quand on dit commercialiser 32%, ça veut dire qu'on va donner à la Gécamine? Non, c'est-à-dire nous produisons. On aurait pu faire peut-être comme dans le cas du secteur pétrolier, là où il existe ce qu'on appelle les contrats de partage de production. C'est-à-dire, écoutez, on n'est pas trop sûr avec là où vous vendez vos produits. Comme nous avons 32% ou 68%, que chacun vende ses minéraux et qu'il tire ses dividendes. Mais vous dire seulement, on vous donne la capacité de commercialiser. Mais c'est que tout ce que vous allez commercialiser va rentrer dans la gibecière de la Sicomine. Ça vous donne quel avantage? Juste, c'est comme si vous dites, on aura un droit de regard sur les ventes de 32% et nous fermons les yeux sur les ventes de 68%. Donc les Chinois peuvent vous dire que nous, 68%, on les a vendus à $3,000 la tonne, pendant que vous vendez les 32% à $5,000 la tonne. Pour moi, à la place, si on était très poignant, on aurait pu dire que la commercialisation de toute la production de la Sicomine soit contrôlée par la Gécamine. Là, à ce moment-là, on est sûr que tout ce qui sort de Sicomine sera vendu à un prix, à un coût qui sera contrôlé par la Gécamine, plutôt que nous limiter à 32%. Mais c'est déjà un départ qui nous permet un peu de rééquilibrer, parce que quand on est vous sens généreux, mais en réalité... Quand on est de l'autre côté de... Oui, je vous sens généreux par rapport à votre pays, mais en réalité, vous êtes un peu révolté. Je le sens, mais là n'est pas le problème. En 2006, quand on a signé 2008, il n'y avait pas le barrage de Boussanga. Oui. Comment ce barrage s'est invité à la table? Qu'est-ce qui s'est passé, M. Kitenge? Très simple. N'importe quel ingénieur moyen ou un économiste moyen aurait pu savoir en 2001 ou 2002, quand on lançait le code minier et quand on a commencé à donner des carrés miniers pour la recherche, pour finalement monter des usines, qu'on devait avoir besoin d'énergie. Notre génie a été de faire un développement minier sans réfléchir un seul instant à notre besoin d'énergie. Ce qui fait que même si la loi dit que la forme la moins avancée que l'on devrait exporter devrait être le métal, jusqu'aujourd'hui on exporte encore des concentrés des métaux, et ce qui est dommage, très, très dommage. Et les Chinois se sont justement retrouvés dans cette situation. Ils ont dit, mais écoutez, à quoi ça nous sert, nous, de transporter d'ici jusqu'en Chine des choses qui n'ont aucune valeur. Donc nous allons nous investir également dans la construction d'unités de production d'énergie, sauf que la différence là-dessus, c'est qu'ils prennent toujours dans la même gibecière, ça veut dire l'argent de Exim Bank, et ils construisent cette entité de production d'énergie, et là-dedans, ils la considèrent comme une propriété de Sicomine. Et si nous allons rembourser ensemble, il est illogique que vous ayez ce projet que l'on a conçu ensemble, qui n'est justifié que par le besoin de Sicomine, et que vous en fassiez une entité à vous. Et je pense que pourquoi l'État prendrait des parts dans une usine qui ne vend pas ses produits à l'extérieur? La question n'est pas de vendre de l'énergie à l'extérieur. La question est que l'énergie est un intrant dans l'extraction minière. Ça veut dire qu'en fait, l'entité est payée. Et étant donné que c'est un emprunt, il est remboursé par l'État congolais en partie. Ça veut dire qu'en réalité, il n'était pas logique que cette entité énergétique appartienne uniquement à Sicomine alors qu'ils étaient en partie avec l'État. Peut-être il y a un complément. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Chinois, en voyant tout ce qu'il y a comme projet, comme partenariat, ils se disent,
évaluons s'il faut que toutes ces usines fonctionnent par rapport à la disponibilité de l'énergie, il y aura un problème. Donc si nous allons dans ces secteurs-là, c'est comme une filiale. Donc c'est un investissement. C'est un investissement supplémentaire. Donc ce courant peut être utilisé aussi par d'autres. Bien sûr. Qui vont payer. Qui vont payer et ça permet. À ce moment-là, ça permet à la GECAMINE de gagner, à l'État congolais de gagner quelque chose. Voilà. Alors nous allons aborder la proposition. J'avais dit à M. Kitenge, j'allais revenir à lui. 7 milliards sont là pour 20 ans. Vous calculez que ça ne suffit pas pour enclencher un vrai développement. Et vous proposez, et c'est même pour ça que vraiment j'ai insisté que vous soyez là, vous pensez qu'à partir de 7 milliards, on peut en faire un levier pour que nous puissions lever encore de fonds supplémentaires. C'est cela que je voudrais que vous puissiez expliquer clairement, précisément, pour que ceux qui s'informent parfois à la télé puissent en bénéficier. Comment vous voyez la mise en place de ce nouveau mécanisme qui partirait du contrat chinois vers ce que moi je vais appeler le contrat de promotion nationale, qui partirait de ces leviers. Comment nous le faisons? Nous avons démontré autour de cette table que nous ne parlons plus d'une spéculation, nous parlons des usines qui sont opérationnelles, des réserves minières qui sont réelles, d'un marché qui est en présence, et donc d'un flux financier totalement prévisible. Et si vous avez ce flux financier, on peut donc l'utiliser pour en faire un levier pour emprunter 5, 6, 7 milliards aujourd'hui et les dépenser intensivement dans les 3 années qui viennent avec un programme voulu, conçu pour que nous soyons en mesure de générer une économie intensive. Ça aura plus d'effet que de dépenser les mêmes 7 milliards en 20 ans. Parce que nous n'aurons pas accumulé de manière assez intensive les infrastructures structurantes de notre économie. Si nous dépensons 7 milliards de dollars en 20 ans, et si nous dépensons les mêmes 7 milliards de dollars ou même 6 milliards de dollars en 3 ans, l'effet, le choc exogène sur notre économie n'est pas le même. Et donc, si nous désirons engendrer un véritable effet de levier sur notre économie, ce serait très bien que cet argent qui est virtuellement disponible devienne réellement disponible en un temps record. Du point de vue politique, le chef de l'État devrait se saisir de cette opportunité pour être en mesure de le faire dans le mandat. Et s'il le fait dans le mandat, il aura mis le pays à un autre niveau économique et en termes de puissance. Et les effets d'entraînement vont être... ramener sur les 20 ans projetés, ramener l'effet dans les 3 ans. C'est tout à fait faisable. C'est faisable. C'est tout à fait faisable dans la mesure où, avec ce levier réel, Sicomine devient le garant d'un remboursement d'un emprunt quelconque que l'on peut faire sur la place internationale. Et si nous disposons de cet argent, nous sommes donc libres de pouvoir faire des appels d'offres et être en mesure de faire venir ici des grandes sociétés chinoises, des grandes sociétés japonaises, des grandes sociétés allemandes et américaines. Ça veut dire, en fait, au lieu de faire 1 ou 2 grands projets de 5000 km, on fait 20 projets de 250 km. Vous savez, 250 km, en 1 année et demie, 2, on peut les faire. Si on met derrière une année pour finaliser les études et commencer à faire venir les équipements, faire venir des ingénieurs et tout le reste, je dis bien très bien qu'en 3 ans et demi, on peut faire une véritable différence ici. Regardez des chiffres. Ça paraît poétique, mais quels sont les préalables? La gouvernance. Oui, c'est-à-dire le plus grand préalable, c'est la gouvernance. Il faut faire de la planification et il faut éviter toute forme de corruption. Les deux mis de côté, vous pouvez être sûr que nous avons la capacité de pouvoir le faire. Regardez en combien de temps les Émirats Arabes Unis se sont développés. Regardez à quelle vitesse la Corée s'est développée. Regardez à quelle vitesse Singapour s'est développé. C'était des pays pauvres. Être sérieux, écarter la corruption et avoir un plan. Savoir exactement où on désire aller. Vous allez à Dubaï, les grandes sociétés qui fonctionnent là-bas ne sont pas des sociétés de Dubaï, ce sont des sociétés européennes. Et c'est des sociétés chinoises. Et donc nous avons ici aujourd'hui une opportunité majeure de changer de cap. Est-il possible, M. Lems Kamwanya, que notre économie qui s'est déjà construite autour de la corruption, que notre justice dont on parle, qu'elle est quand même aujourd'hui, les peu qu'on dise qu'elle est malade, et que nos cadres sont insuffisamment formés et rompus aux questions de négociation, est-ce que M. Al Kitenge n'est pas en train de rêver? Moi, je préfère qu'on voit la question sous un autre angle, pour sortir au fait de ces pièges-là dans lesquels on est. Parce que là, nous continuons à réfléchir développement
comme s'il n'y a que l'État seul. Nous disons que nous sommes dans une économie qui est libéralisée. Nous sommes dans une économie du marché, même si on l'appelle sociale du marché, mais c'est une économie du marché. Aujourd'hui, on parle des financements innovants. Allez dans la plupart des pays, les infrastructures sont développées par les secteurs privés, peut-être en association avec l'État. L'État donne des facilités. Pourquoi nous, on pense qu'il n'y a que l'État lui-même qui doit faire cette route, qui doit construire ceci ou cela? Parce que son rôle de régulateur. Alors, pourquoi ne pas dire, essayons de réinstaller l'État dans son rôle de régulateur, de renforcer son pouvoir de contrôle, mais de laisser les privés faire. Et là où nous pensons... C'est les privés qui sont souvent véhicules de cette pression de corruption sur l'État. Exactement. Sur les services de l'État, c'est les privés. J'aimerais qu'on rentre dans ces processus de développement que je qualifierais de triangulaires. Je prends, par exemple, là, nous disons, nous voulons construire telle route, nous voulons construire tel barrage. Qui a fait des études? Si on a des insuffisances, trouvons des sociétés spécialisées à l'extérieur qui viennent nous monter ces études. Et vous leur donnez aussi les pouvoirs d'assurer les contrôles et le suivi des travaux. Je crois que les choses changeraient autrement. Si on pense qu'il n'y a que les Congolais qui peuvent le faire, parce que nous devons aussi monter en capacité. Regardez un peu, comme il a évoqué tout à l'heure, M. Alkitenge, qu'est-ce qu'on continue à enseigner dans nos universités? Quelles sont les capacités que nous avons pu développer? C'est vrai qu'on peut trouver des Congolais, un ou l'autre, par-ci, par-là, à travers le monde, mais là, nous sommes dans un domaine d'infrastructure. Quels sont nos besoins aujourd'hui en termes d'infrastructure? Allons-nous nous limiter seulement à dire on va faire quelques kilomètres de route? On a un problème d'énergie, on a un problème de chemin de fer, et on a un problème de développer des zones économiques spéciales. Mais on les fait avec quoi? C'est-à-dire, il y a tout un tas d'études à faire, tout un tas de projets à financer pour lesquels nous devons reconnaître qu'à un moment donné, il y a un déficit à l'interne et nous pouvons recourir à des sociétés qui peuvent venir nous aider. Elles sont payées, elles peuvent faire les contrôles. Et la plupart vont accepter. Et moi, je peux vous donner un exemple vivant. Quand on était au ministère des Transports en son temps, en 2014, on devrait construire l'aéroport d'Ndjili. Mais sinon, Hydro est arrivé, il a fait son plan, mais on a trouvé les Français qui sont venus, ils ont revérifié, ils ont dit non, le coût est majoré de plus de 100 millions. Et quand on les a mis à table avec les Chinois n'avaient pas d'argument, c'était oh non, ça, et vous sentez qu'aujourd'hui, c'est ce qui se fait partout. Pourquoi en Europe vous trouvez des Chinois? Pourquoi est-ce que là, ils ne sont pas contrôlés? Et je crois que c'est ce changement de paradigme que nous devons avoir. Alors, la dernière question, je vais vous la poser. Chacun répondra à sa manière. Parce que je comprends que nous sommes en train d'évoluer dans une relative contradiction. Vous allez peut-être me corriger si je me trompe. Sur le plan politique, sur le plan idéologique, sur le plan des discours, tout le monde est en train de se battre pour l'indépendance économique du Congo. Les présidents en parlent, on fait beaucoup d'efforts, on parle même sur le plan idéologique des pères et des mères, on parle de beaucoup de choses pour que les Congolais aient les manettes de son développement entre les mains, de son destin. Mais d'autre côté, vous venez de vous-même de vous rendre compte qu'il y a une incapacité établie dans le pays. Comment alors gérer cette incapacité qui est pratiquement établie? Pas d'ingénierie financière, pas d'études préalables, pas des entreprises capables de rendre l'œuvre avec toutes les facilités. Comment alors nous pouvons... est-ce qu'il peut-être n'est-il pas temps de mettre un peu au frigo ces discours de l'indépendance économique et de continuer un tout petit peu la coopération, quitte à aliéner un peu cette indépendance parce que l'incapacité est criante? Non, ce serait la chose la plus grave que nous puissions faire et ce serait un crime pour nos générations à venir. La seule chose qu'il faut faire, et il faut la faire aujourd'hui, c'est d'être le maître de notre vision. Parce que si nous n'avons pas de vision, nous serons dans la vision des autres. Mais une vision sans études. Je voudrais revenir. Vous avez parlé d'incapacité établie. Je voudrais revenir sur quelque chose. Vous savez, si nous avons l'argent, et nous avons l'argent, on peut acheter tous les cerveaux du monde. On peut acheter toutes les capacités du monde sous notre leadership. Mais pour ça, il faut savoir où est-ce que nous voulons aller. C'est pour ça que je dis tout le temps, un pays doit pouvoir se projeter. Et pour se projeter, il faut se projeter suffisamment loin.
Un pays comme le nôtre, dans sa situation, doit se dire où est-ce que je veux être dans 30 ans, où est-ce que je veux être dans 15 ans et où est-ce que je veux être dans 5 ans, qui est la mandature. Si nous sommes d'accord sur ça, on va savoir de quoi on a besoin. Ce dont on a besoin, c'est de ressources techniques, financières et tout le reste, mais on a surtout besoin du capital humain. Ça veut dire qu'on va faire le redesign de l'enseignement que nous devons donner à nos enfants pour que dans 5-10 ans, ils soient prêts à porter le développement que nous aurons conçu aujourd'hui. Et donc, encore une fois, c'est le leadership que nous avons qui doit pouvoir être à mesure d'assurer que nous avons déterminé dans quelle direction nous allons, et on appelle ça la vision politique. Maintenant, la seule différence, c'est que le leadership, ce n'est pas que le chef de l'État. Le leadership, c'est la question de ce qu'on appelle l'intelligence collective. Et c'est la chose la plus importante. Les Congolais ne doivent pas trouver d'excuses. Nos universités doivent se mettre au service de la société. Et pour ça, il faut qu'on se parle. Le drame de ce pays, c'est que les hommes politiques confisquent tout le leadership de ce pays, et c'est un problème. Et c'est ce qui fait que justement, malheureusement, nous sommes dans une situation très peu pensée. Il y a une domination politique sur tout, y compris sur des questions qui n'ont absolument rien de politique, qui sont des questions techniques. Et ce que je voudrais dire ici, c'est qu'un pays qui n'a pas de stratégie, c'est comme un pays qui n'a pas de lumière. Vous naviguez à vue. Et notre pays a ce qu'on appelle le PNSD, ce plan national stratégique de développement, c'est 5 ans dans la mandature. Comment allez-vous avoir un plan stratégique sur 5 ans alors que votre plus petit projet de port en eau profonde, c'est 15 ans? Comment voulez-vous inclure un programme comme INGA, dont la construction c'est entre 15 et 20 ans, dans un plan stratégique de 5 ans? Comment allez-vous avoir un plan stratégique industriel sur 25 ans et avoir un plan stratégique national sur 5 ans? Il y a quelque chose qui ne marche pas. Et c'est toutes ces choses qu'il faut être à mesure de mettre humblement sur la table en nous regardant droit dans les yeux, avec tout l'amour que nous devons être à mesure d'avoir pour nos enfants et nos petits-enfants, pour ici concevoir le pays qu'on voudrait leur léguer. Donc, indépendance économique, oui, mais vision préalable. Absolument. Très bien. Oui. Nous terminons avec vous. Bien sûr, moi je crois que je partage totalement l'approche que M. Al-Kitenge vient de développer. Parce que, quel est le référentiel que nous avons dans ce pays? Même quand vous regardez au niveau de l'exécutif, il suffit même dans une législature qu'on change de ministre, celui qui revient, il recommence les tout à zéro. On n'a pas de politique sectorielle pour dire, voilà, dans les secteurs des infrastructures, dans 5 ans, on doit atteindre tel niveau. Dans 10 ans, on doit atteindre tel niveau. Dans 15, celui qui vient, il vient s'inscrire dans un plan qui existe. Si chacun doit venir pour commencer ce qu'il connaît, ce qui fait que nous tournons en rond. L'indépendance économique, monsieur Willy, je voudrais vous donner un exemple. J'ai un terrain, je vais construire une maison. Je ne suis pas architecte, j'appelle quelqu'un qui vient me faire une étude. Je paye. Monsieur, écoutez, j'ai besoin d'une maison R+2, j'ai besoin d'avoir un garage, chambre visiteur, ceci ou ceci. Il me fait l'étude, il me présente. Même si je ne suis pas architecte, je lui dirais que non, ici j'aimerais que ma chambre, ici, chaque chambre ait des installations. Quand lui il aura fini, je prends un entrepreneur. Il vient. Mais après, la maison va m'appartenir. Quelles que soient les personnes qui sont venues travailler dedans. C'est ça la conception de l'indépendance économique. Ce que nous ne voulons pas, c'est que les grands pôles de l'économie soient détenus par les étrangers. Et les décisions soient prises par eux. Soient prises à l'extérieur du pays. Et que les gens viennent, ils comprennent que, regardez même les ministres qui reçoivent des gens, on a reçu tel, ils viennent nous aider dans ceci. Mais quel est le temps que vous avez pour dire quelqu'un arrive, on lui dit, monsieur, c'est ça notre vision, tu viens t'insérer là-dedans. C'est ce qui nous manque. Alors, parfois, nous crions indépendance économique, tout ce que nous voulons, mais on ne sait pas comment arriver à l'exprimer. Nous tenons les bons côtés, les bons bouts du bâton, mais c'est à nous de mener la danse pour que les autres viennent suivre nos pas. Si ce sont les autres qui nous disent allez à gauche, l'autre vous dira allez à droite, on devient un monstre. C'est ce qui fait qu'on tourne en rond. Merci beaucoup, M. Lems Kamwanya. Merci beaucoup, Al-Kitenge. Merci, Willy. J'ai vraiment été heureux de retrouver ces intelligences vives et surtout, vous vous êtes rendu compte que le débat n'est pas fini. Nous avons abouti à quelque chose de plus grand. Nous sommes partis du contrat chinois renouvelé jusqu'à maintenant à l'exigence, l'obligation de nous doter d'un plan stratégique. Nous devons dépolitiser l'intelligence de manière à ce qu'elle soit au service du développement. Et pour la dépolitiser, il ne faut pas inscrire les grandes visions dans les temps des mandatures.
C'est cela qui fait qu'on veut absolument tout régler dans les 5 ans qui viennent. Il y a des choses qui ne se régleront qu'avec le temps qu'il faut. Un arbre n'attendra pas. Si c'est un palmier, eh bien c'est 8 ans jusqu'à ce qu'il donne les palmes. Même si vous l'aimez bien, mais le palmier attendra. Mais ne pas dire au palmier, comme je suis élu pour 4 ans ou 5 ans comme député, j'ai mis un palmier. Il faut qu'avant la fin de mon mandat, que le palmier donne de l'huile. Non, il faut attendre le temps du palmier. Mesdames et messieurs, merci de votre fidélité. Merci surtout de votre attention. Nous allons revenir. Vous m'avez certainement saisi. Je reviendrai avec les 2 invités. Parce que la prochaine fois, nous allons parler effectivement de la mise en place de ces plans stratégiques, comment nous le faisons, qui sont les acteurs, comment nous parvenons à l'imposer à tous, de manière à ce que l'adversité politique ne puisse pas devenir ici, comme a dit tout à l'heure M. Lems, la politique de la table rase. Au revoir et à la prochaine. Merci beaucoup, merci.